Le cerveau, c'est un organe absolument fascinant dont on connaît pas mal de choses, mais encore dont on ignore énormément de choses. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un organe électrique, où finalement on a 100 000 milliards de cellules nerveuses et on considère même 150 000 milliards de connexions synaptiques. Donc, c'est ces fameuses connexions entre les neurones, là où justement sont produits ces fameux neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, peu importe comment on les appelle. Et alors, bon, les 150 000 milliards de connexions, elles ne sont pas toutes, je dirais, destinées à l'émotion. On sait qu'il y a différentes parties dans le cerveau. Il y a trois grands cerveaux, entre guillemets, à ce niveau-là. Et il y a une partie du cerveau qu'on appelle le système limbique, hippocampique, enfin bref, qui est une zone plutôt dédiée à l'émotion. Et à ce niveau, au niveau de ces neurotransmetteurs, eh bien, il y a plusieurs neurotransmetteurs qui ont été impliqués dans l'anxiété et l'humeur. Alors, on ne va pas tout citer, mais pour citer les principaux, il y en a deux qui reviennent souvent et qui sont fondamentaux. C'est le système GABA par rapport à l'anxiété et le système sérotoninergique par rapport à l'humeur. Et donc, en fait, si vous voulez, pour essayer d'un peu comprendre ce qu'il en est, et c'est quoi un antidépresseur aussi, parce que finalement, on parle beaucoup d'antidépresseurs. Les gens, quand on revoit les statistiques, sont assez phénoménales là-dessus. Le nombre de personnes qui ont pris un anxiolytique ou un antidépresseur sur les 12 derniers mois en France, par exemple, c'est au moins une personne sur 4. Et je dirais que c'est la manière dont ça fonctionne finalement, eh bien, ce sont des substances qui vont améliorer soit l'affinité du récepteur pour le neurotransmetteur, soit qui vont faire que la molécule va rester plus longtemps en contact avec le récepteur. Alors, c'est un petit peu, pour expliquer, on va avoir un peu une vision. Bon, je pensais au bilboquet, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est le bilboquet, je crois. Donc, on va plutôt parler d'autre chose. C'est que si vous prenez un chargeur de smartphone, ça c'est plus simple, eh bien, vous allez avoir, quand vous mettez votre chargeur dans le smartphone, eh bien, vous allez avoir une connexion qui va se passer. C'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que vous avez le chargeur que vous mettez dans le smartphone et il faut imaginer que on est non pas un courant électrique, mais on a besoin de molécules qui passent de la partie chargeur vers la partie téléphone pour que l'action puisse avoir lieu. Et en fait, quand il y a un contact entre le chargeur et son récepteur, le récepteur, c'est là où on met le chargeur dedans, eh bien, il faut que, effectivement, il y ait une affinité. Bon, avec un téléphone, c'est facile, mais il faut imaginer que dans le corps humain, c'est pas toujours, l'affinité n'est pas toujours aussi simple. Et donc, il faut que la molécule puisse bien se lier au récepteur. Et puis, on constate aussi que il faut que cette molécule reste un certain temps en lien avec le récepteur pour que de cette union, il y ait un courant électrique qui puisse partir de là et continuer à transmettre l'info, en l'occurrence l'info antidépressive ou anxiolytique qui est transmise. Et donc là-dedans, il y a, pour citer les neurotransmetteurs, il y a la sérotonine, oui, dont tu as parlé, qui est responsable de quoi? Alors la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est plutôt impliqué dans tout ce qui est humeur, donc mais plutôt, comme diront, alors il y a toutes sortes de classifications, je laisse ça aux psychiatres, aux psychologues, mais on va plutôt dire que c'est plutôt humeur et anxiété quand même. Donc, ce sont des dépressions anxieuses dans les manques de sérotonine. C'est aussi une perturbation du sommeil, dans l'hyperphagie, ça joue aussi par rapport au contrôle de l'appétit. Donc, ce sont tous des éléments qui impliquent la sérotonine. Par exemple, la dopamine, ce sont plutôt des dépressions atoniques, comme on dit. Donc, on sait que la dopamine est plutôt nécessaire pour entamer les mouvements, pour l'envie, le dynamisme psychologique. Là, c'est plutôt la dopamine qui intervient. Mais bon, on va pas passer en revue tous les neurotransmetteurs, mais le concept, c'est plutôt ça. C'est ça. Et puis après, tu as parlé du coup du GABA. Oui. Alors, le GABA, ça, c'est vraiment, on sait que les récepteurs au GABA, donc effectivement, vont transmettre, à l'inverse, vont calmer l'influx anxieux. Ce sont des molécules qui vont
calmer l'hyperexcitabilité nerveuse. Et donc, quand il faut qu'il y ait suffisamment de ce GABA qui vienne se fixer sur le récepteur pour moduler, c'est un petit peu un modulateur de l'hyperexcitabilité et donc, de ce fait, agissent contre l'anxiété. Et on parle souvent, du coup, quand on parle du GABA, on parle souvent du glutamate aussi. Oui. Donc, en fait, le glutamate est le précurseur du GABA. Et donc, il existe, et ça c'est terriblement important de comprendre, c'est que pour que ce glutamate puisse être transformé en GABA, eh bien, il y a une enzyme qui s'appelle la glutamate décarboxylase, qui est une enzyme qui va permettre justement de transformer ce glutamate en GABA. Et cette enzyme, précisément, et c'est ça qui est très important à comprendre, pour qu'elle fonctionne bien, eh bien, il y a plusieurs éléments indispensables. Premièrement, c'est d'avoir assez de magnésium et assez de vitamine B6. Donc, ceci est aussi un des liens et un de ce besoin en magnésium et en B6 contre le stress dont on parle souvent. C'est par ce mécanisme-là. Et ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que le microbiote, et en particulier, on y reviendra, il y a une bactérie qui était bien identifiée là-dedans, qui est le Lactobacillus plantarum, eh bien, avec une souche spécifique en l'occurrence dans l'étude, mais soit le Lactobacillus plantarum, qui a cette capacité d'augmenter l'activité de la glutamate décarboxylase pour produire du GABA. Et puis alors, aussi, chose très importante, dans les voies de communication entre le microbiote et le cerveau, quand on a un microbiote qui est plutôt inflammatoire, et donc quand on n'a pas assez de bonnes bactéries qui protègent la paroi, trop de mauvaises bactéries qui peuvent, si elles atteignent la paroi, alors être en contact avec le système immunitaire intestinal, et celui-ci va produire des messagers de l'inflammation. Et ces messagers de l'inflammation vont pouvoir arriver jusqu'au cerveau. Et c'est là où, au cerveau, ils vont affecter la production de sérotonine à partir du tryptophane. Et donc, en fait, quand je disais que le tryptophane, il va d'abord être absorbé, puis il va migrer, il va passer la barrière hémato-encéphalique, il va arriver dans le cerveau, et là, il va servir à produire la sérotonine. Mais là, l'enzyme, il y a une enzyme qui dégrade le tryptophane vers une autre voie, on appelle ça la voie d'équinurénine, eh bien, cette enzyme-là peut être suractivée par ces fameux messagers de l'inflammation. Et d'ailleurs, il y a une étude chez les souris qui l'a montré aussi. On a constaté que chez des souris où on avait optimalisé leur microbiote avec certaines bactéries, etc., et eh bien, elles avaient des comportements moins dépressifs, donc on avait un effet clinique, mais aussi la quantité de kynurénine était moindre. Donc sans doute qu'il y avait moins d'inflammation qui avait généré ça. Et comment est-ce que, du coup, à l'inverse, on sait que le stress peut générer, ou peut-être explique-nous un peu les différentes façons dont on peut avoir un microbiote inflammatoire. Alors en fait, il y a deux grandes façons. Dans l'équilibre, en tout cas, du microbiote. La première, c'est d'avoir un excès de bactéries qui, on le sait, lorsqu'elles sont en contact avec le système immunitaire, vont favoriser la production de messagers inflammatoires. Donc, c'est-à-dire que le système immunitaire se dit, en étant en contact avec ces bactéries-là, enfin en tout cas avec ce qu'on appelle les pathogènes, les éléments pathogènes de la bactérie qui vont impacter le système immunitaire, eh bien, elle va se dire, oh là là, quelque chose qui ne va pas ici, et ils vont produire des cytokines inflammatoires. À l'inverse, d'autres bactéries vont stimuler la production d'autres messages, qui sont des messages, quand le système immunitaire reçoit ces fameux, on appelle ça des PAMs, enfin peu importe, ce message, cette information, eh bien, il va plutôt produire des messagers qui vont dire, écoutez, tout va bien, si on se calme, on ne va pas s'enflammer. Et il y a vraiment tout un équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'on parle parfois de la veille immunitaire liée au microbiote, c'est d'avoir quand même d'être un peu sur le qui-vive, comme ça, pour savoir réagir. Mais il faut que ce soit dans un bon équilibre. Et pour ce faire, eh ben, il faut qu'il y ait d'une part un bon équilibre entre les deux types de bactéries, et d'autre part, que justement cette quantité suffisante de bonnes bactéries permettent aussi de stimuler la production d'un mucus qui protège la paroi intestinale, qui permet de ne pas avoir... Au niveau du grêle, c'est différent. Au niveau de l'intestin grêle, on a les bactéries en général, si tout va bien, traversent assez vite. Et donc, il n'y a pas de contact important. Mais par contre, au niveau du côlon, là où il y a beaucoup de bactéries qui stagnent, eh bien, il est important d'avoir une double couche de mucus, avoir cette fameuse couche qui permet d'éviter d'avoir ce contact. Et justement, c'est là où on peut faire le lien
entre d'une part des mauvaises bactéries qui ont tendance à détruire ce mucus, que ça existe aussi, il y a des bactéries, par exemple les bactéries qui produisent du soufre, sont des bactéries qui vont détruire ce mucus. On sait aussi, entre parenthèses, que certaines bonnes bactéries, on en a beaucoup parlé, ce fameux Akkermansia dont on sait qu'on avait en tout cas associé le déficit avec un risque plus grand d'obésité ou de diabète, eh bien, on sait maintenant aussi qu'un excès, des gens qui ont, au lieu d'avoir entre 1 et 4%, par exemple, de cette bactérie dans leur microbiote, qui se retrouvent avec 15%, 20%, c'est très mauvais. Ça a été associé à des maladies auto-immunes au niveau rénal, entre autres, parce qu'on sait que c'était une bactérie intéressante pour parce qu'elle stimule le fait de resserrer les jonctions entre les cellules, donc d'éviter le passage de molécules qui ne devraient pas traverser. Mais en excès, ça mange le mucus et donc ça détruit le mucus protecteur. Okay. Et j'en reviens finalement à la question et le stress dans tout ça. Les gens qui ont un stress chronique et on en est au stade à un moment donné où il y a plus ce fameux contrôle feedback par le cerveau sur la production de cortisol et qui sont en hypercorticisme, eh bien, on sait que l'augmentation par exemple de glucocorticoïdes au niveau cérébral va précisément diminuer la neurogénèse, à l'inverse de ce que font les antidépresseurs comme par exemple la fluoxétine. Et justement, enfin, j'y parlerai après, mais concernant les expériences faites avec les psychobiotiques, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite avec un nouveau psychobiotique qui va sortir, qui contient justement le Lactobacillus plantarum, le Bifidobacterium breve et encore d'autres choses, dont je passe les détails. Mais les expériences, ils ont constaté qu'en donnant ce psychobiotique chez des souris stressées, ils ont comparé donc des souris stressées, des souris pas stressées forcément, les souris stressées à qui on donne de la fluoxétine, donc du Prozac, et des souris stressées à qui on donne ce psychobiotique. Et dans les épreuves justement de mobilité, de nage, etc., ils ont retrouvé quasiment les mêmes résultats avec le psychobiotique qu'avec la fluoxétine. C'est quand même assez impressionnant. D'une manière générale, d'avoir une alimentation plus riche en fibres, donc en prébiotiques et en ce qu'on appelle en cobiotiques, qui sont genre des polyphénols qu'on va retrouver dans les fruits, les légumes, le café, le chocolat, enfin, et encore d'autres choses, le thé, et manger moins, éviter un excès de protéines et de graisses animales, à peu près dans tous les cas, ça va être bien. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir un microbiote excessivement fermentatif, par exemple, ce qu'on appelle dans le SIBO, par exemple, donc ce qu'on appelle le Small Intestine Bacterial Overgrowth, c'est des gens qui représentent quand même un nombre considérable de patients qui souffrent de l'intestin irritable. Eh bien, chez pas mal de ces patients, s'ils consomment excessivement de fibres, ça ne va pas bien se passer du tout. Ça va augmenter la prolifération de ces bactéries et entre autres dans les bactéries du grêle, il y a pas mal de bactéries inflammatoires qui sont capables de se nourrir de choses qui sont plutôt bonnes pour la santé et comme en plus l'intestin grêle n'est pas bien protégé par cette double couche de mucus, en cas de SIBO, eh bien, on n'a plus ce passage rapide des bactéries à travers l'intestin. Et donc, on a un contact avec la muqueuse et on peut avoir effectivement ça peut créer des perturbations de la paroi intestinale, le passage de cytokines inflammatoires, etc. Donc, c'est certain que dans ce cas-là, c'est pas du tout, ces conseils simples ne suffiront pas. Des gens qui ont, par exemple, des microbiotes avec beaucoup de bactéries sulfidogènes. C'est ce qu'on appelle maintenant les ISO, ou c'est l'intestinal sulfide overgrowth. Eh bien, ces gens-là, il faut absolument éviter l'excès de soufre dans l'alimentation et leur donner parallèlement d'autres choses pour favoriser la croissance d'autres bactéries pour équilibrer les choses, etc. Enfin, là, je vous ai donné deux exemples, mais tout ça pour dire que de fait, le fait de connaître le microbiote est évidemment permet d'être beaucoup plus pointu. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il est évident, ça semble évident maintenant, que le microbiote a un impact sur le système nerveux, sur l'anxiété, sur la dépression, et que effectivement, de corriger cet élément-là est un élément
fondamentales à corriger pour essayer d'optimaliser la situation. De la même manière que on sait aussi, par exemple, que les oméga-3, c'était démontré depuis longtemps, et que le déficit en oméga-3 était mauvais. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur dépression et oméga-3, parce que, précisément, les oméga-3 améliorent la plasticité des récepteurs aux neurotransmetteurs. Et donc, c'est aussi un élément intéressant, évidemment. Et donc, c'est certain, quelqu'un qui a un mauvais microbiote, une carence en oméga-3, ce sont deux éléments très, très néfastes au niveau psychique. Et c'est important, je pense, que les psychologues, les psychiatres soient au courant de ça et puissent essayer d'optimaliser chez leurs patients en même temps qu'ils vont les traiter avec des médications. Parce que bon, il ne faut pas non plus être naïf. Oui, c'est un ensemble de choses. Il y a des situations psychologiques où ce n'est pas en améliorant le microbiote en donnant des oméga-3 que ça va suffire, bien sûr. Mais il est évident que je pense que c'est un élément à considérer sérieusement et à prendre en charge en même temps que le traitement classique. TOC, déjà, faut voir que c'est un trouble anxieux. C'est toujours des gens qui sont très anxieux, même s'ils n'en ont pas conscience. Et ce sont des pensées intrusives, des pensées qui s'accrochent, qu'on n'arrive pas à stopper, qui sont très angoissantes. Ça va être la peur de la saleté, ça va être la peur d'avoir fait quelque chose de grave et de pas s'en être rendu compte, la peur de la contamination. Souvent, ce sont des obsessions qui reviennent, qui peuvent être totalement à l'encontre de nos valeurs et dont la personne n'arrive pas vraiment à stopper. Et puis, il y a une autre partie, ce sont les compulsions. Les compulsions, ce sont des moyens de vérifier que la pensée est vraie ou pas, de moyens de vérifier qu'il n'y a pas eu telle ou telle problématique. Et la personne se sent obligée de faire quelque chose alors qu'elle trouve ça souvent ridicule, qu'elle a conscience que c'est irrationnel. Vraiment des situations qui peuvent être vraiment intrigantes pour quelqu'un qui n'a pas un TOC. Quand j'étais la première fois que j'ai été confrontée, que j'ai vu pour de vrai quelqu'un qui avait un TOC, ça m'a vraiment intriguée. La personne sortait de sa chambre, un hôpital psychiatrique, et elle avait besoin de faire 3 pas, de revenir en arrière, de toucher la poignée, de faire 3 pas, de revenir en arrière, de toucher la poignée. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très intriguant. On s'interroge. Pourquoi cette personne, quel est le processus cognitif qui l'amène à faire ça? Voilà. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas de TOC, ça peut être vraiment très intriguant. Les gens qui ont des TOC sont vraiment très angoissés par ces pensées. Et ça c'est vraiment le point commun à tous. Mais il y a les TOC de vérification. La personne va être obligée de vérifier dans sa tête si elle a bien fait quelque chose, et ça va être une habitude qu'elle va mettre en place. Il va falloir qu'elle fasse toute une série de choses avant de pouvoir dormir, par exemple. Après, on va avoir les TOC de contamination. C'est une personne qui va, par exemple, va acheter un poulet, elle va être obligée de le passer à la javel avant de le manger. Enfin, des choses complètement irrationnelles. Les TOC de couple aussi, on est beaucoup confronté aux TOC de couple. Ce sont des personnes qui ont peur de plus aimer la personne avec qui elles sont et qui sont presque persuadées que c'est le cas et qu'il faut qu'elles le vérifient. Donc, ça va être des personnes qui vont vérifier dans les messages, mais des messages qu'elles ont écrits il y a 2 ans. Donc, elles vont passer en revue tous les messages pour vérifier qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, une pensée qui était déjà là, qu'elles n'ont pas vu. Bon, ça peut aller très, très loin. Mais en fait, il y a vraiment une multitude de TOC qui existent. Il y a les pensées intrusives aussi, qui sont vraiment, des fois, on peut même faire un TOC du TOC. C'est-à-dire que quand on a traité un TOC, le TOC peut se déplacer. Et des fois, j'ai un patient qui va, lui, toquer sur le fait que pour sortir du TOC, on doit faire telle chose, et qui va, lui, faire finalement un TOC du TOC. C'est ça qui fait un TOC de sortie du TOC, quoi. Voilà. Ouais. Donc, les TOC prennent une multitude de formes, et ça met vraiment le point commun, c'est que toutes les personnes sont vraiment en détresse. Des personnes qui comprennent qu'elles ont un TOC, mais qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Et puis pour d'autres, c'est beaucoup plus insidieux. Ça va être une personne qui va me dire, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de rumination mentale, je suis très anxieuse.
Et quand elle me décrit les ruminations, en l'occurrence hier justement, le talk de couple, est-ce que j'ai regardé quelqu'un dans la rue, donc il y a la confusion entre la pensée, le fait de regarder et le fait que ce soit quelque chose de grave ou pas qui appelle à l'action, donc ça veut dire que j'ai eu envie de la personne, et elle va ruminer là-dessus. Et en fait, elle s'aperçoit même pas que derrière il y a des vérifications pour sortir de cette angoisse en fait. Non, souvent, ça va être des gens qui arrivent sans comprendre qu'ils ont des TOC. En fait, si on met une personne sous IRM, une personne qui a un TOC, on va voir que la zone du cortex préfrontal est hyperactivée, contrairement à une personne qui n'a pas de TOC. Et dans les années 1800, il y a un cheminot, Phineas Cage, là, elle est souvent citée cette expérience, cette situation en fac de psycho. Il y a un cheminot qui a pris une barre de fer dans le cerveau. Et en fait, au départ, on a cru que la zone du cortex préfrontal ne servait à rien. Parce qu'en fait, il continuait à fonctionner. Et on s'est rendu compte que non, justement. Il était devenu grossier, il inhibait pas tout ce qu'il avait à dire. Et en fait, la zone du cortex préfrontal, c'est la zone du contrôle, c'est la zone de l'inhibition. Et quand, au tout départ, on a donné des antidépresseurs aux gens qui avaient des TOC, on s'est rendu compte que ça les atténuait, dans certains cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette zone du cerveau, pour les patients qui ont des TOC, il va manquer la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, et qui est un neuromédiateur qui permet de faire passer l'information d'un neurone à l'autre. Donc là, en l'occurrence, moins il y a de sérotonine, plus l'information est perdue. Et du coup, la personne, en fait, va avoir ce besoin de vérifier, de compulser, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. C'est juste pour vidanger ce trop-plein de cortisol, en quelque sorte. Et plus elle va se mettre à compulser, plus ça va être appris comme une habitude, comme un comportement qui fonctionne, et du coup, le cerveau va renvoyer ce besoin. Et du coup, on rentre dans la boucle infernale. Les patients sont amenés à prendre des antidépresseurs comme une béquille, mais il faut pas quand même que la dose soit trop importante, parce que si on enlève le TOC, on n'a pas réglé la façon de le traiter. Pour moi, il faut créer les sillons pour pouvoir guérir, pour que, en cas de rechute, parce que dans un contexte d'anxiété, de déménagement, d'arrivée d'un enfant, on peut se retrouver à avoir à nouveau des TOC. Si vous l'avez pas réglé, vous êtes vous pouvez pas en sortir. Tandis que si on l'a réglé une fois, ça, on peut garder à l'esprit qu'on y arrivera toujours. Ce sont les TCC qui ont été prouvés scientifiquement. Ce sont les thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Donc, d'un point de vue cognitif, on va apprendre à rationaliser, à critiquer ces biais cognitifs, à repérer les pensées TOC et à essayer de les accepter surtout. Alors, les accepter, là, on passe sur l'émotionnel. On va apprendre à la personne à gérer ce que ça lui fait dans son corps. On va lui apprendre des techniques de respiration, de relaxation, comme la relaxation de Schuss, la relaxation de Jacobson, la cohérence cardiaque. Voilà. Et puis surtout, gérer quand ça vient comme ça dans la tête. En fait, il y a deux aspects. C'est gérer le cortisol dans le sang au quotidien, le cortisol chronique, arriver à s'apaiser au quotidien et arriver à gérer la pensée aussi quand ça vient et que ça devient vraiment trop élevé, l'intensité de l'émotion. Et puis après, en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, il y a aussi l'aspect comportemental. Avec la technique d'exposition, avec prévention de la réponse. L'intensité de l'émotion ne monte pas au ciel. Elle monte, elle fait un palier, souvent de 20 à 40 minutes, et après elle descend. Ça, c'est le principe d'habituation. Donc la personne, en fait, mettons qu'elle ait un coup de fil pendant qu'elle a envie de compulser, ça peut passer complètement. Du coup, c'est ça que l'on cherche avec l'exposition, avec prévention de la réponse, c'est-à-dire on va créer, disons, la personne va lister des situations à laquelle elle va s'exposer de façon progressive. Elle va s'exposer à ses pensées et elle va essayer de s'apaiser. Et petit à petit, augmenter la difficulté. Il y a une autre technique, c'est l'exposition avec réponse différée. C'est-à-dire, je sais que j'ai cette pensée,
eh ben, je vais attendre pour vérifier. Mmh. Donc, un patient, par exemple, celui qui fait le TOC du TOC, qui va me dire, voilà, Delphine, est-ce que si j'ai cette pensée et que je l'accepte, ça veut dire que je vais sortir du TOC? Est-ce que tu peux me valider si c'est vrai ou pas? Donc, clairement, il est dans la vérif, mais son TOC lui fait croire que c'est pas le cas. Donc là, je vais lui dire, voilà, je t'envoie la réponse demain à 18h, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Et d'ici là, essaye de t'apaiser pour ne pas avoir à la regarder. Ce qui est souvent le cas, en fait. Je trouve que moins on en parle et moins il prend d'importance. Parce que si on considère que c'est le petit enfant capricieux, en parler, c'est lui donner de l'importance et c'est avoir beaucoup plus de pensées intrusives. Donc déjà, essayer de pas trop en parler, accepter aussi le fait que ce sont que des pensées, bien se rappeler que ce n'est qu'un bug du cerveau et surtout, il y a beaucoup de pensées je suis fou. Donc ça, stopper vraiment, remonter l'estime de soi. Et puis, ça va être un investissement de la personne. C'est-à-dire que tous les jours, elle doit faire des techniques de relaxation et que tous les jours, elle doit être restée vigilante et attentive pendant cette période où on travaille pour diminuer le TOC. Et voilà, je déconseille vraiment d'arrêter de travailler, même pour ceux qui sont dépassés, parce que arrêter de Mais travailler, c'est donner trop d'importance. voilà, c'est encore donner trop d'importance au TOC et ça le fait Mhm. revenir encore plus fort. Je suis très convaincue du lien entre l'alimentation et la santé mentale, hein, puisque à titre personnel, pour avoir pour avoir changé mon alimentation, me trouver avec beaucoup plus d'énergie. Et là, en l'occurrence, on manque de sérotonine. Mhm. Donc, depuis très peu de temps, moi, je dis à mes patients, faites attention à ce que vous mangez parce que dans l'alimentation, on peut trouver, on peut justement trouver la sérotonine et on peut se sentir beaucoup mieux. Puis essayer de repérer les gros stresseurs. Mhm. Et puis, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a à nouveau des TOC parce qu'il va se marier, prendre un wedding planner. Mhm. Quelqu'un qui est en train de faire un achat important d'un appartement, peut-être, le différer. Enfin, essayer de repérer pour, justement être le plus apaisé possible, pour avoir le plus de force possible. Parce qu'il en faut vraiment, c'est ça la problématique, c'est que plus on a de TOC, plus on est affaibli. Mais pour sortir du TOC, il faut de de la force, l'énergie, ouais. il faut de la force. Et c'est vrai que l'alimentation, ça, c'est vraiment très important. Et c'est très récent, hein, on le dit pas assez. Dernier message, c'est que, je le redis, je l'ai déjà dit, mais souvent, ce sont des personnes qui sont très intelligentes, Ouais. qui savent très bien quand la pensée vient, quand elle n'est pas encore passée dans le cortex préfrontal qui dysfonctionne, elles savent que c'est une pensée dysfonctionnelle, une pensée TOC. Donc, reprendre confiance pour retrouver cette force, pour ne justement pas être impacté par ces pensées. Voilà, vous pouvez avoir confiance en vous. La procrastination, elle est problématique et en recherche, on voit qu'elle est liée à... Donc plus on procrastine, moins on va avoir d'accomplissement réel dans la vie de tous les jours, plus bas va être notre estime de soi. On va aussi avoir plus d'émotions négatives et ça affecte aussi notre santé parce qu'on va postposer des comportements, par exemple le fait de manger bien, de bien dormir, de faire du sport, ou par exemple on va procrastiner sur le fait de prendre rendez-vous chez le dentiste. Et donc ce qui va augmenter la probabilité de procrastiner, c'est par exemple tout un tas de pensées, comme le fait de surestimer ou sous-estimer les conséquences positives à long terme, et on va penser qu'aux conséquences positives à court terme de reporter ces tâches. On n'imagine pas les conséquences futures. On va aussi peut-être sous-estimer ou surestimer le temps que va prendre une tâche. Et par exemple, si on a 1 mois pour faire une tâche et qu'on sous-estime le temps qu'elle va prendre, on peut se dire j'ai tout le temps du monde, je vais la faire dans 3 semaines, pas de souci. Et puis on se retrouve face à la tâche, on se dit en fait elle est beaucoup trop compliquée, je me suis un peu voilé la face. Et pareil, si on surestime le temps que va prendre une tâche, on en fait toute une montagne. Par exemple, si je pense que nettoyer la salle de bain va prendre 3 heures, mais bien sûr que j'ai pas envie de nettoyer la salle de bain. Et alors que peut-être que si je m'y mets, c'est fait en une demi-heure. Quoi d'autre ? On peut aussi s'auto-saboter pour préserver son estime de soi. C'est-à-dire que la procrastination va alors venir remplir un besoin qui est de bien se sentir à propos de soi-même. Et par exemple, je connaissais quelqu'un qui procrastinait par rapport au fait d'étudier pour ses examens. Et en parlant un peu avec elle, on s'est rendu compte que
si elle n'étudie pas pour ses examens, si elle rate alors son examen, mais elle peut se dire que c'est parce qu'elle n'a pas étudié, pas parce que ses études lui correspondent pas ou parce qu'elle n'est pas assez intelligente. Mais si elle ne procrastinait pas et qu'elle étudiait et qu'alors malgré tout son anxiété se révélait être vraie et elle rate son examen, mais là peut-être qu'elle serait blessée dans son estime de soi. Et enfin, s'il y a tout un tas de pensées irrationnelles qui sont par exemple liées au perfectionnisme, qui va être par exemple de se dire que je ne peux pas faire d'erreur dans mon devoir. Il faut vraiment que soit je fais pas la tâche, soit il faut que la tâche soit faite de manière parfaite. Tout ça, en fait, ça va rendre la tâche soit impossible à réaliser, et donc on n'a pas envie de commencer une tâche qui nous paraît impossible, soit elle va créer beaucoup d'anxiété et de frustration. Et je pense une dernière chose aussi, c'est tout simplement un manque de clarté sur en quoi consiste la tâche. Donc là, dans ces cas-là, il vaut mieux alors clarifier exactement ce qu'il faut faire, parce que sinon on a une anxiété par rapport à une tâche diffuse. Et tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, c'est normal d'avoir cette incertitude, du coup, d'avoir de l'anxiété. Et il suffit alors de séparer en petites tâches la grosse tâche, le projet, et se mettre en route. Alors, il y a une façon très simple, ou en tout cas plutôt catégorique, de définir la procrastination. C'est un comportement où on va retarder à plus tard une tâche de manière volontaire, et alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va procrastiner, on dit que c'est de la procrastination quand on n'agit pas, alors que rien ne nous empêche d'agir, sauf nous-mêmes, et alors que le fait de ne pas agir a des conséquences négatives. Donc là, c'est vraiment de la procrastination. Quand, par exemple, on va avoir de l'incertitude par rapport à une tâche, on va avoir l'anxiété sur comment la faire, ou on va avoir l'anxiété par rapport au fait que peut-être qu'on va pas la faire bien, et on va pas répondre à nos propres standards. Et donc, face à cet inconfort, on va vouloir l'éviter. Et donc là, on va adopter la stratégie de procrastiner. Le problème avec l'évitement, et ça vaut pour d'autres problèmes en psycho aussi, quand on va par exemple consommer de l'alcool pour éviter certaines émotions, mais c'est que c'est une solution temporaire à court terme, et donc la cause même de notre inconfort n'est pas résolue. Et donc ça peut même entretenir la peur de ce qu'on évite. Donc par exemple, si on a procrastiné sur une tâche spécifique, le fait de l'éviter peut même augmenter notre anxiété future par rapport à cette tâche, ce qui va augmenter notre probabilité de procrastiner. Le fait de procrastiner peut en plus nous mettre dans une situation plus inconfortable. Par exemple, si c'est un devoir pour lequel j'avais une semaine, si je le reporte à demain, le lendemain, j'ai encore moins de temps pour le faire. Je me dis que c'est encore plus impossible. Et donc là, l'anxiété augmente au fur et à mesure qu'on procrastine davantage et que la deadline se rapproche. On peut ressentir ce qu'on appelle en psycho une dissonance cognitive. Donc par exemple, si on s'est dit qu'on allait faire cette tâche, par exemple si on s'est dit qu'on allait courir ce matin, mais qu'on procrastine là-dessus, on va avoir un écart entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on fait exactement. Il y a un écart entre nos actions et nos croyances, nos buts. Et il va y avoir une dissonance cognitive. Et on a plusieurs façons, en tant qu'humain, de réagir à cette dissonance, de faire qu'on se sente mieux. Et l'humain, il veut économiser son énergie. Donc, il va essayer de chercher d'abord les stratégies les plus simples. Ça peut être, par exemple, la distraction. On va tout simplement faire une autre activité pour oublier le fait qu'on n'a pas agi comme en accord avec nos valeurs ou nos croyances. On peut aussi essayer d'oublier cet épisode, soit de manière passive, soit activement éviter d'y penser. On peut aussi essayer de minimiser la situation. Donc par exemple, si j'ai procrastiné sur le fait d'étudier, alors même que ces études sont importantes pour moi, peut-être qu'en fait je peux minimiser l'importance de ces études et donc procrastiner devient moins problématique. Minimiser, on peut relativiser aussi, dire que j'ai procrastiné aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y a encore 3 semaines avant la deadline, et hop, tout à coup on se sent mieux, il y a moins de dissonance. On peut aussi nier notre responsabilité. Peut-être qu'on peut se dire que hier soir, quelqu'un a fait du bruit jusqu'à pas d'heure, on a mal dormi, et donc c'est pas grave si je travaille pas aujourd'hui, c'est pas ma faute, je suis juste fatigué, je vais me reposer et je travaillerai là-dessus plus tard. Donc il y a aussi le fait, on peut chercher à s'auto-affirmer. Donc c'est-à-dire que on peut se rassurer en se disant ok, j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai pas agi en accord avec mes buts ou mes valeurs ou mes croyances, mais j'ai quand même ces côtés positifs là, et du coup on se réaffirme en tant que personne, comme notre intégrité. Et enfin, la dernière façon dont on peut réagir à une dissonance, c'est de changer notre comportement. Donc avant, on a vu, on peut changer nos croyances, minimiser par exemple l'importance de nos études, on peut éviter le fait d'y penser, mais la dernière façon de changer la dissonance, c'est de changer nos comportements pour qu'ils reviennent en accord avec nos valeurs,
nos croyances, etc. Mais ces dernières stratégies, c'est celle qui nous demande le plus d'efforts. Et c'est pour ça que c'est pas celle qui nous vient naturellement. Mais l'important, c'est de conscientiser le fait qu'on procrastine. Savoir soi-même, par exemple, se faire une liste des tâches pour lesquelles typiquement on va procrastiner, pour que on soit prêt à anticiper en quelque sorte et puis mettre en place les stratégies dont je vais parler. Ouais. On peut aborder ça sous le plan émotionnel. Donc, on a vu qu'on procrastine pour éviter de l'inconfort, une émotion négative. On peut pratiquer le fait justement d'accepter, accueillir le fait qu'on se sent mal et au lieu de céder à l'impulsion de se débarrasser de cet inconfort, essayer plutôt de passer outre et de se dire que je ne dois pas avoir envie de faire la tâche pour pouvoir la faire. En gros, apprendre à dissocier notre état, comment on se sent et notre capacité à agir. Et pour nous aider avec ça, on peut aussi faire appel à d'autres émotions. Donc, par exemple, si on a de l'inconfort ou de l'anxiété par rapport à une tâche, on peut essayer de rappeler à notre attention pourquoi on veut faire cette tâche, pourquoi elle est importante, quelles conséquences positives au long terme aura le fait de faire cette tâche maintenant, comment elle est en lien avec nos valeurs. On peut aussi faire appel à notre curiosité, notre intérêt, le désir de réussir. Et donc tout ça, ça peut nous mettre déjà à changer notre état émotionnel. Il y a aussi le fait sur le plan cognitif, on peut aussi essayer de capturer donc toutes les pensées irrationnelles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Par exemple, si on a des standards trop élevés, il faut essayer de les nuancer. Et tout ça, évidemment, je le dis de manière très rapide, toutes ces stratégies, mais c'est par exemple un travail qu'on peut réaliser avec un psychologue. Un psychologue peut nous aider à moins procrastiner. Et à travailler sur ces distorsions cognitives. Il va y avoir des impacts directs et indirects. Généralement, l'impact direct, c'est que bien qu'à court terme, on le fait pour se sentir mieux, malgré tout, il va y avoir de la culpabilité. Donc, alors même qu'on procrastine en espérant de se sentir mieux, mais tout de suite après, on peut ressentir de la culpabilité, on peut avoir une moins bonne estime de soi parce qu'on va se mettre le label de procrastinateur. C'est négatif, on peut être autocritique. Et là, on peut du coup ruminer sur le fait qu'on procrastine. Donc ça, c'est plutôt les effets directs. À long terme, ça peut entretenir du stress. On se met toujours dans des situations du coup inconfortables où on a moins de temps pour bien faire notre travail. On va avoir plus de stress. On va aussi moins bien faire notre travail, ce qui va impacter négativement notre estime de soi, notre confiance en soi. Et donc c'est vraiment c'est des petits comportements, mais qui au long terme peuvent vraiment avoir un effet boule de neige et entretenir une mauvaise estime de soi, enfin une estime de soi négative, des ruminations et aussi avec le stress qui s'accumule, impacter notre immunité. Question de la dopamine, maintenant je pense qu'on en parle souvent tous les jours. En fait, c'est quand on fait une tâche dont on retire beaucoup de plaisir ou qui répond à une certaine motivation, on vulgarise en disant que c'est une tâche qui nous donne beaucoup de dopamine. Donc, par exemple, scroller sur TikTok, répondre à des notifications, regarder une série. Si on compare ça au fait, par exemple, de lire, d'écrire ou de répondre à des emails, le contraste est énorme dans le plaisir qu'on a dans cette tâche. Et donc l'idée, c'est d'un peu de faire une diète de dopamine, si je peux le vulgariser en quelque sorte ainsi, en faisant attention à la dopamine je continue la métaphore, mais qu'on mange au cours de la journée. C'est-à-dire que si vous commencez la journée en regardant TikTok, Instagram, en répondant à plein de messages, en plus de bonnes nouvelles de potes, etc. Si vous mangez sucré, si vous regardez une série qui vous fait rire, vous avez beaucoup de plaisir, mais après le contraste va être énorme par rapport au travail que vous allez devoir réaliser. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'on va postposer ces activités plaisantes, cette dopamine pour plus tard dans la journée. Et comme ça, et c'est vraiment... on peut très vite constater la différence. Si on reporte à plus tard toutes ces activités plaisantes, on va avoir beaucoup plus facile à se mettre en route parce qu'il y aura moins cet effet de contraste face à des tâches plus chiantes.